Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban On avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va. Il y a la forme. Oui. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? On va pas parler d'un événement en particulier puisque c'est ma première chronique de 2025. Je vais essayer d'expliquer à nos auditeurs et à nos téléspectateurs sur la chaîne YouTube un peu à mon sens, les événements marquants qu'il faudra suivre absolument cette année 2025, parce que l'année 2025 qui commence là sera évidemment d'un point de vue géopolitique ou en termes de politique ou relations internationales, sera très très riche. D'abord, le premier événement de l'année 2025, c'est aujourd'hui, avec la prestation de serment du président ghanéen John Mahama, qui a été élu en décembre dernier. Il revient au pouvoir après 8 ans après l'avoir quitté. Il avait largement remporté les élections. Et donc cette élection de John Mahama suscite énormément beaucoup d'espoir pour le peuple ghanéen, étant donné la situation surtout économique très difficile que traverse ce pays d'Afrique de l'Ouest, qui est l'un des plus gros producteurs mondiaux de cacao et de café. C'est le deuxième producteur mondial, juste après la Côte d'Ivoire. Et au cours de ces 2 dernières années, le Ghana fait face à une inflation en raison du prix et de l'augmentation de cours des prix du baril de pétrole. Et donc le coût de l'énergie affecte particulièrement l'économie ghanéenne, puisque le Ghana n'est pas un pays producteur d'or noir, il importe donc l'or noir, et donc ça évidemment ça impacte énormément son économie. Sa monnaie, le cedi, a connu également beaucoup de fluctuations, beaucoup de dégradation. Et donc, c'est dans ce climat-là un peu morose que le président John Mahama va reprendre les rênes du pays. Dans la foulée, il faut aussi savoir que sur le continent africain, il y a un autre événement qui aura lieu cette année. C'est la présidence du G20 par l'Afrique du Sud. Il faut savoir que l'Afrique du Sud va prendre la présidence du G20. C'est une présidence qui est tournante et ça va être très intéressant parce que le G20 est devenu, si tu veux, l'événement, l'événement informel le plus influent du monde. Le G7 a une influence médiatique, certes, mais plus l'influence politique qu'elle avait, puisque ce n'est plus au sein du G7 que vont se prendre véritablement les décisions qui vont impacter le reste de l'humanité, comme c'était le cas il y a 30-40 ans. Aujourd'hui, c'est le G20 dans lequel, évidemment, on retrouve l'essentiel des pays du G7, avec l'Union européenne, l'Union africaine, et puis d'autres pays, notamment des puissances asiatiques. Donc, le G20 constitue aujourd'hui le lieu de référence en matière de décisions qui vont avoir véritablement un impact sur l'ensemble de l'humanité. Et donc, il sera particulièrement intéressant de regarder comment va se dérouler cette présidence sud-africaine. Et puis sur le continent africain, il y aura aussi des élections. Il y aura des élections un peu partout. Il y aura 3 types d'élections. D'abord, on aura au Togo des élections sénatoriales. La dernière constitution qui a été votée puis promulguée dans la foulée par le Parlement togolais vise à mettre en place un Sénat, et c'est dans le cadre de l'application de cette nouvelle constitution qui est rentrée en vigueur depuis le 1er janvier 2025 que le 15 février prochain vont se dérouler les toutes premières élections sénatoriales de ce pays. Elles étaient initialement prévues pour le 2 février, mais elles ont finalement été décalées au 15 pour permettre, selon les notes envoyées par le gouvernement togolais, pour permettre aux acteurs politiques de mieux se préparer à cette échéance électorale. Et puis d'autres élections, il y aura 2 élections présidentielles, notamment en Afrique francophone, que nous allons particulièrement scruter. Il y a les élections en Côte d'Ivoire et celle du Cameroun. Si celle du Cameroun ne laisse quasiment pas de suspense, en dépit de l'âge avancé de Paul Biya, il a 92 ans aujourd'hui, rien ne laisse présager qu'il ne puisse pas briguer un nouveau mandat de 7 ans à la tête du Cameroun. Il est déjà le président le plus âgé en activité. Et donc, étant donné que ni son parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, n'envisage pas de présenter un autre candidat tant que Paul Biya sera là, je ne vois pas
comment est-ce qu'il en serait autrement. Et Paul Biya n'a jamais perdu l'élection dans son pays. Et donc, s'il est candidat pour un nouveau mandat, il est très probable que celui-ci puisse l'emporter une fois de plus. Mais là où l'élection, à mon sens, sera un peu plus compliquée, c'est en Côte d'Ivoire, même si Alassane Dramane Ouattara aussi n'a toujours pas dit s'il sera candidat ou pas pour un 4e mandat. Ce qui est sûr, c'est que un certain nombre de questions devront préalablement être réglées si si Alassane Dramane Ouattara veut organiser des élections pacifiques, sans qu'il y ait de véritables heurts, et surtout, et pour que ces élections se fassent sans heurts, il faudrait qu'elles soient inclusives. Inclusive, ça veut donc dire résoudre un certain nombre de questions. La question de la candidature de certains acteurs politiques qui, jusqu'à présent, ne peuvent pas candidater. On a Laurent Gbagbo, l'ancien président, qui est, bien que gracié par le président Alassane Dramane Ouattara pour l'affaire dite du CAS d'Abidjan, il n'a pas été amnistié et donc par conséquent il ne peut toujours pas participer à ces élections. Il est frappé d'une peine d'inéligibilité et c'est ce qui explique qu'il ne soit pas inscrit sur les listes électorales. D'autres acteurs également sont frappés d'inéligibilité. Il y a le cas de Charles Blé Goudé, l'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo, qui lui aussi avait été durant 10 ans emprisonné à La Haye avant d'être blanchi, tout comme Laurent Gbagbo. Lui aussi est frappé d'inéligibilité et donc pour l'instant il n'est pas présent sur les listes électorales et donc ne peut pas également candidater pour cette élection présidentielle. Et puis, il y a le cas de Guillaume Soro, le premier ministre d'Alassane Dramane Ouattara, qui se trouve en exil maintenant du côté du Ghana. Guillaume Soro, lui aussi, ne peut pas candidater et n'est pas inscrit sur les listes électorales parce que lui, il a été condamné par contumace et donc par conséquent, tant qu'il n'aura pas purgé sa peine de prison, il a une condamnation qui pèse encore sur sa tête et donc pour laquelle il ne lui est donc pas possible légalement de pouvoir participer à cette élection-là. Or, ces trois acteurs-là, il faut le reconnaître, ont quand même une influence, je ne dirais pas une capacité de nuisance, mais ils ont quand même une certaine influence, à la fois politique et médiatique. Et il serait de bon aloi pour Alassane Dramane Ouattara de permettre justement à ces acteurs-là de pouvoir participer à cette élection s'il veut donner de véritables gages d'homme d'État qu'il est, et surtout de pacificateurs. Et pour l'instant, donc, pour le moment, le gouvernement semble se placer derrière la justice en disant que ce sont des affaires judiciaires, ce sont des condamnations qui ont été prises par la justice. Et par conséquent, le politique ne voudrait pas se mêler de condamnations judiciaires. Or, on le sait très bien que ces condamnations judiciaires ont en vérité une source qui est politique. Et donc, par conséquent, pour permettre justement que ces élections-là, qui sont quand même cruciales, une élection présidentielle dans la vie d'un pays, elle est très importante, il serait donc particulièrement de bonne aloi pour Alassane Dramane Ouattara de trouver une solution politique à ce problème-là. Et puis, l'autre élection qui va également avoir lieu, c'est l'élection au niveau régional, d'abord au sein de la CEDEAO. Va falloir renouveler au cours de cette année 2025 le bureau de la commission de la CEDEAO. Ce renouvellement va se faire en pleine crise puisque les pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont réitéré et ça a été acté leur volonté de quitter l'organisation, même si on a mis une espèce de transition, on pourra dire ainsi, de 6 mois, au cours de laquelle on va à la fois permettre à ces pays-là de quitter l'organisation de la CEDEAO, mais également continuer les pourparlers pour éventuellement favoriser leur maintien au sein de l'organisation. Donc ça, c'est cette élection-là. Et puis, au niveau continental, puisque la Commission de l'Union africaine doit aussi renouveler son bureau. Et donc, à ce titre, on sait déjà qu'il y a notamment 3 candidatures, officiellement, 3 candidatures officielles pour occuper le poste de président de la Commission de l'Union africaine. Il y a notamment l'actuel ministre des Affaires étrangères de Djibouti, Mahmoud Ali Youssouf, qui brigue justement, qui voudrait remplacer le Tchadien Moussa Faki Mahamat. Il y a aussi Raila Amolo Odinga, l'ancien Premier ministre kenyan, qui, bien entendu, souhaiterait briguer
un premier mandat à ce poste. Et on a un ancien ministre des Affaires étrangères de Madagascar, en la personne de Richard Randriamandrato, qui lui aussi voudrait, bien entendu, postuler pour cela. Donc, il faut savoir que cette élection va se tenir le 15 février prochain à Addis Abeba et c'est au meilleur résultat des votes, c'est le meilleur résultat à l'issue de ce scrutin-là par le plus grand nombre de votes qui va permettre d'éliminer au fur et à mesure les candidats. Il y aura très certainement 2 tours. Un premier tour pour éliminer un premier candidat et puis le deuxième tour dans lequel, évidemment, il va sortir celui qui sera le remplaçant de Moussa Faki Mahatma. Donc, cette élection aussi sera particulièrement intéressante puisque elle va se faire dans un contexte où le continent africain est secoué par de nombreuses crises, des crises notamment avec la guerre au Soudan, qui n'arrive toujours pas à trouver une fin. Il y a les questions, évidemment, la crise avec la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Là aussi, l'Union africaine brille par son incapacité à pouvoir véritablement œuvrer pour trouver des solutions politiques à ces conflits-là, avec tous les corollaires que cela entraîne, des migrations internes massives, des réfugiés à l'intérieur de ces territoires-là que l'on a pu observer. Et donc tout ça, évidemment, va être au cœur de l'agenda du prochain président de la Commission de l'Union africaine. Et puis, au cours de cette année 2025, il y aura aussi des fins de transition, notamment au Gabon, où on est en train d'adopter le prochain code électoral qui va justement organiser cette élection. C'est l'élection présidentielle qui sera le point d'orgue de la fin de cette transition, avec l'élection d'un président qui aura tous les attributs de la légitimité et qui pourra donc assumer avec la plénitude de la fonction présidentielle, puisque l'actuel président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, lui n'est que président de la transition et donc il a un certain nombre il est un peu limité dans ses fonctions. Et donc le prochain président de la République sera celui qui remplacera, qui mettra définitivement un terme à l'ère de celle d'Ali Bongo Ondimba, qui aura dirigé le pays pendant 14 ans. Et donc cette élection va être également très importante puisqu'elle va clôturer toute une série d'élections qui mettront un terme à cette transition. Il faut savoir qu'avant l'élection présidentielle, il y aura un renouvellement de l'Assemblée nationale, un renouvellement du Sénat et voire aussi un renouvellement du Conseil économique, social et environnemental. Donc toutes ces institutions vont être renouvelées, y compris même d'autres, comme la Cour constitutionnelle. Donc toutes ces institutions-là vont être renouvelées et permettre ainsi au Gabon de basculer, à mon sens, avec cette nouvelle constitution, normalement dans une nouvelle république, laquelle je ne saurais le dire, je ne sais pas si on a la 5e, la 6e, la 7e, tellement on a changé de constitution, de code électoral, bon, bref, ça c'est notre affaire. Par contre, au Gabon, ce qui est acté, ou ce qui semblerait être acté, c'est que 2025 sera la dernière année de la transition, et donc à partir de là, on pourra retourner à un fonctionnement constitutionnel normal. Mais ce n'est pas le cas d'autres pays qui sont encore sous transition. Je ne parle pas des pays de l'AES, pour lesquels, notamment au Mali, la question de l'élection présidentielle et donc la question de la prolongation de la durée de la transition a déjà été actée, puisque c'est cette question-là qui avait causé des tensions entre l'ancien Premier ministre Chorel Maïga et le président de la transition du Mali, le général... le président malien, bref, le nom, le général Assimi Goïta. Voilà, donc cette tension entre le général Assimi Goïta et Chorel Maïga avait tourné en faveur du président de la transition qui avait limogé donc son ancien Premier ministre et qu'il avait aussitôt remplacé. Et donc, la question donc au Mali ne se pose plus, au Burkina Faso encore moins et au Niger également. Ces trois pays font face à une menace qu'ils considèrent comme étant plus importante, donc la menace djihadiste. Et donc, pour ces trois pays-là, la résolution d'abord de la menace, la lutte contre la menace djihadiste, la préservation de la souveraineté de leur territoire constitue pour eux des préalables indispensables avant l'organisation de toute élection. Donc pour la Guinée-Conakry, c'est autre chose. La Guinée ne fait pas face à une menace djihadiste, mais fait face de plus en plus à de troubles internes qui remettent en cause justement
la candidature probable de l'actuel chef de la junte guinéenne. Et donc, cette tension-là entre notamment la société civile, entre les acteurs politiques de l'opposition qui voudraient mettre un terme à cette transition et surtout empêcher que le général Mamadi Doumbouya, qui est le président de la transition, soit candidat. Donc c'est dans cette situation-là que l'on assiste à un durcissement de la part du régime guinéen, avec des mesures de plus en plus liberticides contre notamment les médias, contre la liberté de manifester, contre la liberté de l'exercice de la liberté d'association politique, etc. Donc tout ça n'est malheureusement pas de bonne aloi, ne présage pas quelque chose de positif dans les mois ou les années à venir, puisque en Guinée aussi, il devrait y avoir une élection présidentielle, mais dans quel contexte, sous quelles conditions, parce que évidemment, le rôle du général Mamadi Doumbouya va être central dans celle-ci. S'il est candidat, cela va crisper la position d'une partie de la classe politique guinéenne, avec le risque de la radicaliser. Et d'un autre côté, si le président Mamadi Doumbouya n'est pas président, je pense que ça va être compliqué pour lui, parce que lui, il ne se sentirait pas à l'abri d'une potentielle poursuite judiciaire pour des actes que lui ou son gouvernement aurait commis au cours de cette période de transition. Bref, on est un peu dans cette situation où, pour le moment, on ne sait pas très bien comment cela pourrait finir. Et puis, on va terminer sur une note un peu positive. Là, sur le plan sportif, il faut savoir qu'en 2025, le Maroc va abriter la Coupe d'Afrique des Nations. Ça va débuter le 21 décembre prochain. Et le Maroc va abriter cette manifestation sportive pour la deuxième fois de son histoire, après celle de 1988 qui avait été remportée par le Cameroun. Donc le Maroc, cette fois-ci, est fin prête, puisque toutes les infrastructures à la fois sportives et logistiques et hôtelières qui devraient abriter cette manifestation, le gouvernement marocain ne cesse de le dire que le pays est fin prêt à accueillir cette manifestation qui va servir de test, parce que le Maroc voudrait également briguer l'organisation de la Coupe du monde de football. Donc cette CAN de 2025 va être très importante pour le royaume chérifien, parce qu'elle va lui permettre de véritablement tester tout son réseau, toutes ses infrastructures, afin de montrer à la face d'instances sportives telles que la FIFA qu'elle est en capacité de pouvoir organiser des manifestations aussi importantes que la Coupe du monde de football. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine pour l'actualité internationale. Jean-Paul faisait un peu le tour de tout ce qui va se faire et tout ce qui pourrait se passer en 2025. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.